Hey, bienvenue dans les Plumes d'Aïssata. Ici, on parle lecture, écriture, art et culture. Aujourd'hui, on parle culture et notamment société. Et on se retrouve avec la deuxième partie de la réflexion que j'ai posée, à savoir notre capacité de réflexion est-elle menacée par le culte du divertissement ? Si tu n'as pas encore vu la première partie de cette vidéo, n'hésite pas à la consulter. Dans cette vidéo, j'ai expliqué en quoi les écrans, de façon générale, que ce soit la télévision et tous les outils, les smartphones, tous les outils avec lesquels le poids de l'image est important, j'ai expliqué en quoi tous ces éléments-là faisaient en sorte que notre cerveau était prêt à être manipulé, de façon à recevoir des informations qui ne sont pas forcément à notre avantage, en tout cas dont nous ne sommes pas tout le temps conscients. On poursuit avec la deuxième partie. Le divertissement devient un outil de diffusion et de conformisme à l'idéologie et la culture capitaliste. Je vais beaucoup parler des publicités parce que je vais tout simplement te poser une question et je te laisserai y répondre dans ta tête, de chez toi, devant cette vidéo. Les publicités, de façon générale, où est-ce que tu les retrouves ? La télévision, je ne sais pas si tu l'avais en tête, mais c'est le plus courant. Maintenant, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, quoi d'autre ? Est-ce qu'on retrouve de la publicité dans des livres ? De façon générale, les publicités, on les retrouve principalement dans les outils que l'on utilise, et notamment les écrans. Tous les outils de divertissement qu'on utilise le plus couramment. N'hésite surtout pas à regarder la première vidéo parce que je parle beaucoup de ça dans cette vidéo. Ça va être intéressant pour toi de voir comment techniquement notre cerveau est prêt à être manipulé par le poids de l'image sur notre cerveau, sur nous-mêmes. Les publicités. Les publicités, ça, clairement, on le voit partout. On le voit tous nos moyens de divertissement. Pourquoi ? Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Je vais toujours citer le livre Divertir pour dominer qui dit « La publicité sert à faire coïncider la masse des productions capitalistes avec les besoins humains, quitte à les segmenter, les assujettir ou même les créer si nécessaire. » Je répète, la publicité sert à faire coïncider la masse des productions capitalistes avec les besoins humains, quitte à les segmenter, les assujettir ou même les créer si nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette phrase est importante parce que cela explique que la publicité n'est pas là comme ça. Et c'est intéressant de voir comment est apparue la publicité en Occident. Comment, dans quel cadre, dans quel contexte. Et là, on comprend tout. On comprend pourquoi la publicité envahit tous nos moyens de divertissement aujourd'hui, notamment à travers ces outils, ces applications qui sont nombreuses. J'ai cité le livre Divertir pour dominer. J'en parle dans la première vidéo. N'hésite pas du coup à regarder la première partie. D'abord, les publicités, l'historique. La publicité, elle est arrivée en Occident fin XVIIIe siècle. Et notamment avec la révolution industrielle. C'est important d'avoir ça en tête parce qu'elle va remettre en cause les rapports sociaux. La publicité va devenir un intermédiaire entre les industriels et les consommateurs. Parce que après la Seconde Guerre mondiale,
On va avoir des médias de masse qui vont arriver et qui eux aussi vont avoir une place prépondérante dans la façon de communiquer l'image d'une société, la façon de penser, de réfléchir. Donc là encore, c'est un autre sujet. Mais là aussi, on va retrouver les publicités dans les radios, dans les télévisions, dans les journaux. L'industrie et la publicité, en fait, elles se présupposent. Le livre explique ça. Pourquoi ? Parce que, et ça paraît logique au final, dans une société où il est nécessaire de produire, il n'y a pas besoin de publicité. Les gens vont acheter ce dont ils ont besoin et puis c'est tout. Puis ça fonctionnait comme ça quand chacun avait son champ et qu'il n'y avait pas l'industrie agroalimentaire, l'industrie surtout. Quand il n'y avait pas l'industrie de masse, chacun produisait à mesure de ce dont il avait besoin pour ses propres besoins. Là, la particularité, c'est que dans une industrie particulière où on va produire en masse, où il va y avoir des surplus, ce qui va être important, ça va être d'écouler ce surplus. Et c'est la publicité qui va permettre ça, en incitant davantage les consommateurs à aller acheter de nouveaux produits. Et évidemment que la publicité qui va s'intégrer dans la télévision, ça va accompagner la transformation des modes de consommation. Et on se retrouve du coup dans ce mode de consommation en masse, en fait. Autre chose qui est important d'avoir en tête, c'est que les annonces, les agences de publicité qui font appel en fait à des neurobiologistes pour développer les analyses de l'imagerie cérébrale. Donc ça veut dire tout ce qui est signaux visuels, sonores, olfactifs, en fait mieux comprendre le cerveau humain, comment on fonctionne. Ces agences font appel à ces sociétés-là pour encore mieux nous influencer dans nos décisions d'achat. En France, j'ai découvert en lisant ce livre-là qu'il y avait un cabinet de conseil qui s'appelle Impact Mémoire, qui a été lancé en 2001. Et dans ce cabinet, qui était destiné du coup aux sciences cognitives, on avait plusieurs clients, notamment Nestlé, Le Monde, la Société Générale, ou encore le syndicat national de la publicité télévisuelle. Ce n'est pas anodin. Un élément aussi qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une publicité totalitaire. Dans le sens où aujourd'hui, ce qui va être important, c'est de consommer de la même façon que l'autre. C'est ça, la consommation de masse, c'est ça, on consomme de la même façon que l'autre. Et j'ai repris une phrase que j'ai trouvée intéressante. C'est une phrase qui a été citée d'un auteur qui s'appelle Aldous Huxley, qui dit « Le principe de la stabilité sociale consiste à faire désirer aux gens ce qu'on a programmé pour eux. » C'est exactement le principe de la publicité. L'objectif de la publicité, c'est évidemment d'activer le désir. C'est activer un désir. Donc, on va associer des désirs naturels à des désirs qui ne le sont pas. Par exemple, un désir naturel, c'est nécessaire d'acheter à manger. On va avoir ce désir d'acheter à manger ou parce qu'on a faim, ça répond à un besoin, donc il y a un désir qui va venir. Et puis, on va commencer à créer d'autres désirs. Par exemple, j'ai envie de manger une soupe. Ok, donc j'achète de la soupe. Et je sais pas, je dis n'importe quoi. J'ai pas envie de chauffer, je dis n'importe quoi là. Comme ça, j'ai pas envie de chauffer cette soupe. J'ai envie de la manger le plus rapidement possible. Je vais acheter un four à micro-ondes. Je vais pas la chauffer sur la casserole. Le four à micro-ondes, soit un désir en soi, je peux manger ma soupe. Je l'achète, je peux la manger si j'ai une casserole. Mais je vais la chauffer via mon four à micro-ondes. Un peu pour évoquer l'idée. Il y a ce mimétisme collectif
à l'individualisme. Il faut être individualiste, mais sur le même modèle. Je dois me démarquer de l'autre, mais de la même façon que la société de consommation me le prescrit. Je dois aussi désirer ce que l'autre désire. Et la publicité, elle formate toutes nos consciences à ça, à désirer, à penser, à percevoir de la même façon. Et là, je vais citer un livre que je recommande, mais particulièrement, en fait, c'est un roman. Je l'ai lu 3 fois. Je l'ai lu vraiment 3 fois. Le philosophe qui n'était pas sage de Laurent Gounel. Ce livre, il est juste waouh, vraiment, parce que c'est une satire de notre mode de vie occidental. Et dans ce livre-là, en gros, c'est l'histoire d'un philosophe qui a connu un chagrin. Débute à une période de sa vie, ça se passe pas très bien. Il a perdu un être cher et il va décider de se venger des personnes qui ont, selon lui, tué cet être cher. Donc, il va se rendre en Amazonie. Et en Amazonie, il va découvrir un peuple que l'on considère comme le peuple le plus heureux, du moins parmi les plus heureux du monde. Un peuple reculé, totalement éloigné de notre mode de vie et de façon générale occidentale. Et pour se venger, il va décider d'apporter tout plein de petites habitudes qui représentent l'essence même de notre mode de vie occidental. Et du coup, ce livre-là, il est vraiment instructif, donc n'hésitez pas à le lire si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par ces sujets-là. Dans ce livre, il y a une idée qui est intéressante, où il explique que le capitalisme et l'individualisme sont fondés sur la loi du plus fort. On va faire croire en fait que les nourritures terrestres et spirituelles sont limitées. On va pousser à l'individualisme, on va pousser au conflit. Et du coup, si on pense que tout le monde ne peut pas être aimé, on va générer de la compétition. Autre chose qui confirme cette idée, c'est un autre livre. Et là, encore une fois, si vous êtes intéressé par ce type de sujet, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que il est vraiment bien aussi ce livre. C'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Là encore, il évoque 5 principes qui sont utilisés par les grandes entreprises de vente pour nous manipuler. Et ils s'intéressent principalement à ça, notre psychologie, notre cerveau. Et parmi ces principes, il y a le principe de rareté. Le principe de rareté, c'est un réel outil pour vendre. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup et même nous, de façon consciente, voire même inconsciente aussi, on en est victime. Par exemple, quand on va vendre des produits en quantité limitée, on va avoir des grosses affiches, quantité limitée, ne tardez pas. Ça travaille notre psychologie. Ça, c'est le principe de rareté. On se dit, je vais en prendre parce que il y en aura plus. Il y a encore cette idée-là de ressources limitées. Ou bien, je vais le prendre parce que ça va me démarquer des autres. Mais j'oublie que quand j'achète cette chose-là, j'ai exactement au moins des milliers de personnes, si ce n'est pas des millions, qui se disent exactement la même chose. Un élément vicieux aussi dans les publicités, c'est qu'on a le choix. Personne ne nous force à acheter en fait. On a le choix d'acheter ou non. C'est nous qui prenons la décision de. En vente, il y a j'ai pas fait des études de vente, mais de ce que j'ai pu voir. Le copywriting, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des termes qui sont utilisés de façon à influencer la personne l'inciter à faire le choix d'acheter. Mais on n'impose pas, on ne lui dit pas achète ceci, mais on va l'inciter autrement, à travers des termes, à travers des mots précis. On l'utilise quasiment tous et toutes. Moi aujourd'hui, je suis autrice, j'ai publié 2 livres.
Donc, j'utilise à ma façon le copywriting pour inciter les personnes à s'intéresser déjà à ce que je propose et pourquoi pas à acheter mes livres. Il y a plein de sociétés aussi qui le font. On le fait peut-être même en plus parfois sans en avoir conscience. Dans les slogans publicitaires ou autres, des marques, etc., on est libre. On est libre. Par contre, on est libre d'acheter. En fait, on n'a pas le choix de ne pas choisir. On a le choix de choisir entre telle marque ou telle autre marque, mais on n'a pas le choix que de consommer. Autre chose, ça va être la contestation marchandisée. Et ça aussi dans les publicités, ça aussi c'est vicieux dans notre capacité aussi à réfléchir, c'est qu'on va caricaturer des luttes sociales. On va par exemple faire de certains faits historiques des symboles. Par exemple, mettre sur un t-shirt la tête de Che Guevara, je dis celui qui me passe par la tête. En fait, ça va amoindrir l'idéologie parce qu'on va être dans le... Moi, je revendique à travers un t-shirt, à travers quelque chose, mais l'idée, elle est où? L'idée, comment je vais incarner cette idée? C'est pas le t-shirt, en fait, de Che Guevara qui va incarner l'idée de Che Guevara si j'y crois. Je peux réciter d'autres personnes qui vous inspirent, qui sont inspirantes, voilà. Mais c'est comment aller plus loin que ça? Et c'est vrai que j'y avais pas pensé. Moi-même, en lisant ça, je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'en vrai, il y a ce côté-là qui fait que on va acheter un mug, on va acheter un t-shirt, ou on va être à fond en fait sur l'idée, sur l'idéologie en elle-même, mais on va pas l'incarner. Donc voilà, c'est vrai que c'est plusieurs sujets. Alors je pourrais aller plus loin encore sur d'autres sujets, mais il y a vraiment tout ça qui est mis en évidence à travers la publicité. Le fait que la publicité, elle n'est pas anodine. Aujourd'hui, c'est vraiment, ça marche, c'est de plus en plus présent, ça marche, et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est vraiment pour nous inciter à consommer et à alimenter, je dirais, à faire vivre ce système capitaliste. Les réseaux sociaux aussi ont une place prépondérante en fait dans la manipulation. Même si, alors je vais nuancer tout, il y a une place prépondérante déjà, il faut partir du principe que les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. À partir du moment où ces outils-là n'ont pas été créés par nous, en tant que personne, il y a forcément un objectif qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le nôtre, ça va être les objectifs des grosses têtes de ces entreprises-là. Maintenant, le poids des algorithmes. Aujourd'hui, c'est même pas je sais pas si c'est une découverte pour toi, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, notre objectif, quand on est sur les réseaux, que l'on soit entrepreneur ou autre, ça va être justement de jouer avec les algorithmes. Donc, on sait le poids des algorithmes, la place qu'ils ont de plus en plus pour maintenir notre intention. Aujourd'hui, ce sont les publicitaires qui payent Facebook, qui payent Instagram pour... qui payent Facebook et Instagram. Donc en fait, nous sommes leurs produits. Nous sommes leurs produits. Et c'est là la différence, l'évolution qu'on peut trouver, c'est que autant avant on cherchait à analyser comment nos réactions cognitives et psychologie, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont allés plus loin. Parce que eux, ils analysent et utilisent notre mode de fonctionnement à travers nos données, de façon à penser et influencer nos façons de faire au profit des publicitaires. Avant, on avait la télévision. Aujourd'hui, on a le métier des influenceurs et des influenceuses. Ça veut dire que les marques, elles utilisent des gens comme nous pour vendre. Et ça a d'autant plus d'impact. Tout à l'heure, je vous parlais du livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Je le remets. Je vous parlais du principe de rareté. Et là, je vais vous parler d'un autre principe, c'est le principe de mimétisme. Je ne sais pas s'il s'appelle exactement comme ça, j'ai plus en tête, ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais c'est ça l'idée, le principe de mimétisme de social. Et ça, on le fait tout le temps et partout.
combien de personnes vont avoir tout de suite le réflexe de regarder s'il y a des commentaires sur un produit avant de l'acheter. Ça va être ça. Ça va être justement de jouer sur le fait que... j'ai retrouvé le terme. C'est le principe de la preuve sociale. C'est qu'en fait, on va juger un comportement approprié dans une circonstance particulière si on va voir d'autres personnes l'adopter. Et donc, on va subir ce principe de façon automatisée. Si une autre personne a aimé tel sac, ok, je vais le prendre. Si j'ai 5 commentaires positifs sur un électroménager, c'est qu'il est de qualité, je vais le prendre. Ça va nous rassurer. C'est psychologique, ça. Et c'est utilisé partout. Et donc l'influençage, je ne sais pas si ça se dit, c'est aussi beaucoup ça. Maintenant, c'est des gens qui recommandent et qui activent ce principe de preuve sociale. Évidemment, c'est toutes ces conséquences, notamment des réseaux sociaux, ils sont importantes parce que elles ont des conséquences psychologiques. Je l'ai évoqué dans la première partie de la vidéo. Et je vais évoquer une idée que j'avais vue dans le livre Le philosophe qui n'était pas sage. C'est le philosophe Blaise Pascal qui a été cité. En fait, il expliquait que l'homme a besoin de s'occuper, que ce soit intellectuellement, physiquement et émotionnellement, pour éviter de s'interroger sur lui-même, le sens à donner à sa vie, voire même la peur de mourir. Et donc, on nous abreuve de divertissement pour passer à côté de sa vie. Et c'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux, on a parfois cette idée de croire que l'on est connecté, alors que pas forcément. Alors que pas du tout même, parfois. Et il y a une phrase qui m'a touchée et que j'ai trouvée belle et juste, c'est « On résume la relation à une transmission d'informations au détriment de la rencontre des âmes. » Et je trouve ça vraiment beau et juste parce que c'est vraiment ça en fait. Quand on discute, quand on échange sur je dis Instagram, mais ça peut être Facebook, en gros, tous les outils on utilise. C'est vrai que c'est de la transmission d'informations. Il n'y a aucune émotion. Les emojis, ça retranscrit les émotions, mais ça ne véhicule pas les énergies. C'est pas la même chose, le ressenti de la chose, le ressenti d'un beau moment passé entre copines ou en couple ou autre, c'est pas la même chose, je trouve. Et je trouve que cette phrase, elle résume bien tout ça. Je vais terminer avec les autres sujets que je voulais mettre en avant et que j'ai vus dans le livre Divertir pour dominer. Là, je vais les aborder de façon beaucoup plus synthétique. Il s'agit du sport. Le sport, en quoi c'est un divertissement qui peut nous inciter à ne pas réfléchir. Ça va être toujours le fait de véhiculer l'idéologie capitaliste. Elle fait partie de notre quotidien. Elle a été intégrée, on vit cela. Et c'est vrai que beaucoup de moyens de divertissement le renforcent, le maintiennent. Et j'avais pas forcément vu le sport, mais c'est vrai que le sport, et quand on parle du sport, c'est du sport en tant que divertissement, c'est l'institution sportive. Et c'est vrai qu'il y a toujours l'idée de performance à tout prix, tout le temps. Et on a la sélection des meilleurs tout le temps. Donc il y a cet esprit de compétition, que ce soit au foot ou au basket. On a cette idée d'individualisme, parce qu'on va construire aussi le mythe du héros, même dans des sports collectifs. On va avoir du coup une personne qui va se démarquer. Jordan, Zidane, Pelé, Messi, c'est des exemples comme ça qui font qu'avec les records, avec les rendements, il y a toujours cette idée de compétition, de performance qui est véhiculée. Dans le sport, il y a des règles. Et il faut obéir, il faut les respecter. On remet pas en question les règles du jeu. Si on les remet d'ailleurs en question, on est accusé de tricheur.
quand on va choisir un sport, on va choisir son sport, mais on ne va pas choisir les règles. On va inciter un enfant à se soumettre à des règles qui ne sont pas choisies. Donc c'est là encore où le développement de la réflexion à travers l'esprit critique, tout ça, il sera dès l'enfance pas développé à travers le sport. Et de façon, sous un angle, tu vois, même moi je l'avais pas vu en fait. J'avais pas vu ce point-là avant de lire le livre. Ici, il faut tout simplement respecter les règles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et on a cette opposition entre le sport et le jeu. Et il y avait un prof du coup qui expliquait, un prof de sport justement, qui expliquait que lui il faisait du jeu plutôt que le sport. Parce que dans le jeu, il met quoi dedans? Il va mettre la relaxation, il va mettre la danse, il va mettre aussi des jeux traditionnels que l'on peut retrouver dans les centres aérés, dans les colonies de vacances. L'objectif pour lui, à travers ces pratiques, ça va être de sentir un plaisir ludique. Il y a aussi le refus de l'élimination. Donc, on va regarder l'autre comme un ami et non comme un ennemi. Le dernier point, ça va être le tourisme. Le tourisme qui est aujourd'hui présent partout. Le tourisme de masse, on le voit beaucoup. En quoi ce divertissement peut avoir des dérives? Je cite toujours le livre Divertir pour dominer. On va avoir des zones protégées qui vont être de plus en plus attirantes. Et donc, à force d'y aller, cette authenticité qu'on recherche, on va la perdre. Et d'ailleurs, il y a une exposition dans ce sens, si vous souhaitez la voir. Alors, elle est actuellement à la Fondation EDF et elle s'appelle « Faut-il voyager pour être heureux ?» Elle aborde divers sujets en lien avec le tourisme de masse, notamment les conséquences que ça peut avoir dans nos modes de vie, sur la planète, sur divers sujets. Donc n'hésitez pas à aller la voir si elle vous intéresse. Est-ce que tout est perdu? Je ne pense pas. Pourquoi? C'est ce que je vais aborder dans la dernière partie de la vidéo. Donc restez connectés.